Moi, je me pose la question, comment M. Kabila est arrivé au pouvoir après l'assassinat de M. Kabila? Qui l'ont mis à cette place-là? Pour quel intérêt? Pour quelle contrepartie? C'est cela, aujourd'hui, les questions que nous devons poser aux fonctionnaires. Ce bureaucrate en termes de renseignement nous fait savoir, nous Congolais, il nous fait savoir à moi, au cardinal Ambongo, à M. Fayoulou, à Katumbi, à Mamba, à Tcholé, il nous fait savoir à nous que Kabila a été installé par les compagnies minières et il avait comme rôle d'aider au pillage de nos minéraux du Nord Kivu et des Luturi. Maintenant, quand le président arrive au pouvoir, Félix Tshisekedi. Ces gens espèrent que cela va continuer, que cela va perdurer. Le président veut connaître les choses. Parmi les choses qu'il veut connaître, c'est, je pense, c'est quoi le M20? Ils veulent quoi? Ils sont là pourquoi? Je pense qu'il a eu le temps de comprendre et je pense qu'avant nous, il a dû avoir accès à cette information. Mais est-ce que vous pensez, par rapport à ce qu'il vient de dire là, ce sont des révélations graves, hein, ce qu'il vient de faire, vous pensez effectivement que Joseph Kabila a cédé les mines de la RDC au Rwanda pour qu'elles soient pillées? Vous pensez vraiment à ce qu'il vient de dire? Avez-vous des preuves? Aujourd'hui, je veux bien que le cardinal nous dise que M. Kabila a son soutien conditionnel. Inconditionnel. Mais c'est les propos qu'il a tenus une fois à Kingakati. L'église catholique est parmi les églises les mieux renseignées. Je pense que cette information, ils doivent l'avoir. Ils vont de ça avant nous. Maintenant, soit cela est de l'ordre d'une spéculation oiseuse, soit les propos tenus par ce monsieur sont vrais. Parce que vous étiez dans ce pays lorsque Kabila est arrivé au pouvoir et lorsqu'il l'a créé. Pensez-vous que, de mémoire des journalistes, avez-vous des preuves que Kabila avait cédé des mines de la RDC au Rwanda, des mines là-bas? Oui, mais ces questions répondent à votre question. Les personnes qui l'y ont placé, il est dit ici, c'est les compagnies minières. Ils ne l'ont pas placé pour ses beaux yeux. Ils ne l'ont pas placé parce qu'il s'appelait Joseph. Ils l'ont placé parce qu'il poursuivait un intérêt. Parce qu'il poursuivait un plan. Comment, au nom de quoi et pourquoi le Rwanda se retrouvait premier producteur de coton pendant autant d'années. Qu'on nous explique, plutôt que de croire aux balivernes de Colette Brackman. Je pense que ce monsieur, ancien DG numéro 1 des renseignements extérieurs français, est mieux outillé, est mieux placé et mieux renseigné. Moi, au regard des éléments soulevés, je pense que ce monsieur a dit la stricte vérité sur l'implication de monsieur Kabila dans le pillage et l'occupation de l'Est du pays par le Rwanda. Vous avez remarqué, depuis l'avènement du président de la République, depuis qu'il a pris les choses en main, vous allez constater avec moi que Kagame ne s'est jamais autant agité. Il n'a jamais autant, je dirais, péroré dans la presse. Conférence de presse sur conférence de presse. Interview sur interview. Donc je pense que la présence du président de la République à la tête de ce pays gêne énormément son plan. Ce qui n'était pas perceptible quand il y avait M. Kabila. Ce qui n'était pas perceptible. Comment vous allez m'expliquer qu'avec M. Kabila à la tête, M. Kagame s'est la coulée douce, et depuis que nous avons le président Tshisekedi à la tête du pays, on sent un Kagame agité comme jamais. Ses intérêts sont menacés. Rappelez-vous que dit Nanga. Il a décidé... Il a décidé d'entrer en rébellion parce que le président n'avait pas respecté l'accord avec Kabila. Et vous remarquerez qu'il ne s'est pas passé beaucoup de jours après la scission du FCC Cash pour que le M23 refasse surface et que Nanga, quelques semaines après, prenne aussi les armes. Donc, il y a bien quelqu'un, il y a bien un Congolais qui est derrière AFC et M23 en connivence avec le Rwanda. Et c'est qui? Vous pouvez citer son nom clairement? Alain Juillet a cité le nom de M. Kabila. Vous vous souviendrez d'une interview du cardinal où il dit comprendre les Congolais qui rejoignent la rébellion, en ajoutant que les territoires libérés par la rébellion étaient d'ailleurs mieux administrés. Ça, c'est le cardinal Ambongo. Dans l'interview qu'il a accordée, qui a soulevé des vagues, c'est ce qu'il disait dans cette interview. Donc là-bas, c'est bien géré. C'est bien géré. Et il disait comprendre les Congolais qui rejoignaient. Parce que, expliquait-il, qu'il y avait un problème de partage de... Vous pensez que M. Ambongo, le cardinal, n'est pas au courant que ces prétendues rébellions sont les produits du Rwanda, que c'est le Rwanda en fait. Mais il trouve des mots pour justifier ces actes de félonie, de haute trahison commis par les Nanga, Mamba et consorts. Parce que ce sont des laquais du Rwanda. Ils sont au service du Rwanda. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'ONU qui le dit. Quand vous avez M. Fayoulou qui a dit pain sans rire que ceux qui se mettaient derrière Kabila sont des sorciers. Des sorciers. Des sorciers, pain sans rire. Et quand il le parlait, vous sentez dans son faciès, il avait de la colère qui sortait de partout.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais je pensais que de leur côté, du côté du bon sens, il y avait une certaine rectitude. Force est de constater que ce que on peut être aujourd'hui derrière Kabila sans être sorcier, parce qu'on est failloute. Ah bon? On peut hier avoir déclaré que Kabila est un criminel, qu'il est l'incarnation du mal. Et aujourd'hui, avec un grand sourire, annoncer que nous sommes alliés à Kabila. Si le pouvoir actuel n'est pas à la hauteur des espérances, n'est pas à la hauteur de ce qui doit en être, je doute fort que toute cette position peut être à la moitié de la hauteur de ce qui doit être. Ah bon? Oui. S'agissant maintenant des journalistes, il y a ceux-là qui le font involontairement. Des journalistes? Oui, qui le font involontairement. Mais il y a ceux qui le font en âme et conscience. Le ministre Moutamba a parlé même de 5 journalistes, même Mouyaya aussi. Cela a été confirmé par le ministre de la Justice. Il a dit nous avons des éléments probants qui attestent que nous avons 5 journalistes congolais qui travaillent avec Nanga et le Rwanda. Ah bon? Je n'aurai aucun remords parce qu'ils agissent volontairement. Ils reçoivent de l'argent pour ce faire. Ils reçoivent de l'argent. Ils sont rémunérés pour désinformer, manipuler et même recruter des Congolais qui vont joindre le plan du Rwanda. Il y a ceux-là qui sont opposés à ce pouvoir. Ils peuvent vouloir que ce pouvoir soit renversé. Donc, ils font de tweets, donnent des informations. Quand une localité est prise par le Rwanda, ils s'extasient de ça, je dirais, naïvement. Mais il y a ceux qui sont entrés minutieusement à travers un plan de communication bien ourdi, en train de travailler pour cette agression, pour le Rwanda. Vous pensez que ces gens, on doit avoir de la clémence pour eux? Il faut les tuer carrément. J'ai dit, si la peine de mort est exécutée contre ces genres de gens, je n'aurai aucun remords. Est-ce que Kagame vit-il ces dernières heures au pouvoir? Que doit finalement faire les journalistes congolais en ce moment où la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais? Est-ce que cette guerre est-elle la dernière guerre que connaît la RDC, du moins, dans cette partie de la République? Mais pourquoi? Alors pourquoi aujourd'hui, en ce moment où on parle des affrontements intenses entre l'armée rwandaise et les FRDC, pourquoi alors parlons-nous du retour des Joseph Kabila au pouvoir? Ce sont des questions que les Congolais se posent et nous allons, avec notre invité sur ce plateau, réfléchir autour de toutes ces questions en abordant bien entendu les menaces qualifiées par d'aucuns d'interpellation du ministre Constant Moutamba, mais aussi la séance de conscientisation que le ministre Mouyaya, Patrick Mouyaya, a pu avoir la semaine passée avec les chevaliers de la plume. Et pour parler de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission un éditorialiste. Il est journaliste politique, spécialiste des questions politiques. Il s'appelle bien Patrick Eyalé. Monsieur Patrick Eyalé, bienvenue. Merci, Charles. Mais avant que j'entre dans le vif de ce sujet, j'aimerais quand même placer un mot par rapport à ces bad buzz que je vis aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je me suis réveillé ce matin, pouf, je vois un peu partout la photo du fils de Félix Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, au Venezuela avec le président Maduro, s'il faut dire Maduro, je ne sais pas, mais sinon on l'appelle Maduro. Et d'aucuns vont dans tous les sens, parlant déjà de Tshisekedi qui veut qu'il soit succédé par son fils. Ceux qui se posent des questions, pourquoi ces garçons-là, aujourd'hui, se retrouver dans des missions diplomatiques de ce genre-là? Qui est-il? Est-ce que le Congo est devenu un royaume? Est-ce que c'est le pouvoir de Tshisekedi d'imposer aujourd'hui son fils pour qu'il soit aussi tant visible? Des questions parfois ridicules
vraiment ridicule, mais aussi méchante, haineuse. Parce que moi, j'ai toujours été de ces Congolais-là qui pensent que les fils des acteurs politiques peuvent aussi jouer un rôle important dans leur pays. J'ai toujours été de ceux qui défendent cette thèse-là. Parce que ces fils-là ou filles-là sont des Congolais et des Congolaises comme tout autre Congolais. Il n'y a aucun article de la Constitution, aucune loi. Alors, je dis bien, aucune loi de ce pays n'interdit à un enfant, à un garçon ou fille d'un acteur ou actrice politique dans notre pays de faire la politique. Doit-on finalement accepter que les enfants des acteurs politiques qui veulent faire la politique, si leur père s'oppose à eux, qu'ils créent leur parti politique, qu'ils se rebellent contre leur père pour qu'en ce moment-là, nous puissions comprendre qu'ils ont aussi la passion, sinon l'amour de servir leur pays. Donc moi, je ne trouve pas pourquoi les gens peuvent aujourd'hui parler déjà de la succession. En exagérant un peu, ils parlent de la succession à la tête du pays. Donc en 2028, ils pensent que... Oh, mutema mabe boyinga tso mona ngote. Mutema mabe ya boye. Tozana royaume te na Congo, République démocratique du Congo. Tozana royaume te que papa aza roi et yebani malamu ke soka longwe mwana naye oyo amoni déjà ande a ko succéder automatiquement. Eza bongo te. Ezali bongo te. On est dans une démocratie. Ceux qui parti politique songolo oyo papa acteur politique songolo aza fondateur, visionnaire. Et que na parti wana. Parti, je parle bien du parti. Parti est vendu et le bique, bon, ça va. Toujours désigné moi na oyo pour comme président et à parti. Ça fait le cas, l'IDPS. Souvenez-vous qu'en 2018, il y a eu un congrès qui était organisé au sein de l'IDPS et Bakanda Bazala Kebele, Paul Chilumbo Bazala Kebele, David Moukeba et les autres. Mais les choix étaient tombés sur Félix Tshisekedi. Les partis s'est réunis et finalement, il a levé l'option pour que Félix Tshisekedi azalawana. Mais heureusement, et je pense qu'il y a une main là du Seigneur qui a fait que Félix Tshisekedi a comme le président de la République. Le couronnement de la lutte menée par son père. Donc, moi, il n'y a pas acteur politique, à Koki comme acteur politique. Et papa Oyo Azali aux affaires, à Koki ne fût-ce que Kozata moi na moko. Parce que Namboka Oyo, sur autant de millions et des millions de postes de responsabilité, n'a pas entreprise publique, n'a pas ministère, n'a pas province, un peu partout, n'a pas diplomatie. Ce qui Félix Tshisekedi a levé moi na Oyo, aligné politique, Azala à côté nangai, n'a formé et commis le soumou, et commis une infraction, et commis un crime de lèse-majesté. Donc, Totika Moutéma Mabewana. Moi, j'ai toujours été d'accord que moi, je suis acteur politique, à s'occuper de Kolananzela et Tatanaye. Ce qui est la politique. Parce que ce n'est pas Banagnon, ce Bakolandaga, Papa Nabangote pour la politique. Exemple, les Awana, Etienne Tshisekedi, Atike Banebele. Etienne Tshisekedi, Atike Banebele. Mais Banagnon, ce Etienne Tshisekedi, Nyon se balanda bakota na politique te hein. Bakota na politique te. Les autres monaka Félix Tshisekedi mokotomi balende baza na politique. Mais les autres ça baba ceux qui parlent na makano bango ba faire ba nini tout ça. Eza pe baka boye eza ebele. Donc c'est normal que Félix Tshisekedi ndenga zawana akoki pe ko former mwana na ye oyo amoni ke mwana oyo alingala na zaya na ngai ezali mabete. Ezali mabete et bako imposer kabiso jamais Anthony Tshisekedi comme président Namboka oyo bako imposer kabiso jamais. Mais s'il arrivera un jour que comme candidat président de la République et que ba Congolais va voter yo kopekisa ngondeni. Boko pekisa ngondeni. Je ne dis pas que c'est ce qui va se faire. Mais s'il arrive un jour que la candidat président de la République et que soit élu, où est le problème? George Bush, dans les États-Unis, tout ça. Où est le problème? Où est le problème? Et là, toujours, c'est que Moutouaza incompétent, Moutouaza n'a niveau,
mutu ayebelo côté akibakutu makamongo te batia ba imposer yewana. Mais si un enfant d'un acteur politique alingi ko servir mboka na ye en politique et qu'il a la compétence, c'est aux Congolais de choisir ceux qui vont voter comme député. Ceux qui vont nini, ce sont les Congolais qui vont décider parce qu'on est dans une démocratie. Alors, laissons un peu de côté un wana envers bana ya acteur politique parce que bana wana pe bazala Congolais comme biso. Et dans mwana moko te acteur politique moko o akoya ko empêcher babiso oyo na ba mususu ba linga basala politique pour ba koma pe ba mata ba koma niveau likolote na société oyo. Donc voilà un peu moi coup de gueule wana moi eloko wana lengaki na loba yango parce que na moni esalinga pasi na ba réseaux sociaux ko sambwisa mwana batu donc eza kitoko te quoi. Voilà un peu Patrick et Yanné. Est-ce qu'on doit vraiment se poser la question aujourd'hui si Kagame est en train de vivre ces dernières heures au regard des combats aujourd'hui intenses que nous voyons à l'est de la RDC, dans l'est? Je ne sais pas si on a vu à certaines périodes les combats de telle intensité. Hein? Votre mot d'abord par rapport à ça, comment vous trouvez aujourd'hui les comportements des FRDC au front? Y a-t-il espoir ou pas, Patrick Yalé? Bon, ce n'est pas moi qui veux dire ici qu'il n'y a pas espoir. Ce n'est pas que je crains la peine de mort qui nous pend le nez. La peine de mort de Constant Moutama, on va en parler, hein, parce que ça fait polémique. Ce n'est pas craignant cela que je veux dire le contraire de ce qu'il en est des échos que l'on a du front. Il semble que, sans fausse... semble, ça c'est l'euphémisme, il semble. Non, parce que sur les sujets liés aux opérations militaires, j'aime toujours être prudent et, je dirais, porter des euphémismes comme ça, c'est ça, hein? J'aime être prudent. Vous aimez faire ça, mettre un peu de l'eau dans les vins, ne pas parler de manière catégorique pour booster peut-être le moral des Congolais. Hein? Ça, non, vous n'aimez pas faire ça. Non, j'aime être prudent. Je n'aime pas être triomphaliste. Donc je continue dans mon élan. Il semble que les FARDC sont en train de reprendre des localités. Mais pourquoi vous dites qu'il semble? Parce que les informations sont là. Aujourd'hui, par exemple, hein, Patrick, ne me mettez pas quand même à l'aise sur ce plateau. Je vais vous donner l'information, c'est peut-être si vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, dans les Sud Kivu, la radio onigène, la radio Okapi, que d'aucuns qualifierait de la radio la plus fiable, qui donne des vraies informations, confirme que Lumbishi, Ruziratanka, Kamatale, Kabingo, ces localités-là dans les Sud-Kivu sont libérées par les FRDC. Et il y avait les M23 qui faisaient déjà des incursions dans les territoires de Calais, dans les Sud-Kivu. Ça, c'est une information vérifiable et vérifiée. Comment vous pouvez dire il semble? Ces euphémismes-là me mettent mal à l'aise. Hein? Non, très bien. J'ai dit que je faisais preuve de prudence. Pourquoi? Parce que nous avons célébré la reprise de Masisi Centre et aussitôt à notre grand Depont, on a appris que le Masisi Centre, qui avait été proclamé avec pompe par RFI comme une ville stratégique, une ville clé, a été malheureusement aussitôt repris par, pas la rébellion, mais par l'armée rwandaise. Parce que l'armée rwandaise. L'armée rwandaise. Et carrément, vous dites l'armée rwandaise. Non, il faut pas AFC, pas Nanga, non. Pas... Mais Charles Quint, pas Henri Magie ou Ali Fetou, pas tous ces gens-là. On aurait même dû commencer par les débuts, par le rapport des Nations Unies, qui dit clairement qu'il y a non seulement la présence des militaires rwandais, au nombre de 4 à 5 000, mais aussi que l'AFC et le M23 recevaient leur ordre directement de Kigali. Recevaient ou reçoivent? Reçoivent.
ça c'est du par eux-mêmes, leur ordre de Kigali. Donc, il va de soi qu'on ne peut plus continuer à parler de rébellion. C'est le même modus facendi depuis la guerre d'invasion de l'AFDEL. On prend quelques Congolais qui servent de godillots. Hier, on a eu les Sessanga qui ont joué ce rôle, les Tambwe Mwamba. Aujourd'hui, on a les Nanga, les Mamba, les Lubaya, les... Ah bon? Lubaya, eux aussi, dans une rébellion quelconque? Non, il n'est pas dans une rébellion. Il est le laquais des Rwandais dans la guerre d'agression. Parce que parler de rébellion, c'est une hérésie, ce n'est pas une rébellion. Ils sont le bras armé prolongé des troupes rwandaises. C'est un peu, pas c'est un peu, c'est le même mode opératoire qu'il y a eu avec l'AFDEL. On a mis quelques Congolais là pour faire genre rébellion, mais ce n'est pas une rébellion, c'est une guerre d'agression accompagnée des Congolais que sont, je répète, les Nanga, les Lubaya, les Mamba, les Diongo, et il y a aussi un pont médiatique composé des journalistes. Donc vous citez là carrément les noms. Vous pensez que cette liste-là est exhaustive? Parce que là, directement, vous indexez, vous pointez du doigt les noms. Les noms qui sont remontés en surface. Et dont vous avez les preuves, parce que vous les citez carrément. Hein? Non, dont le comportement, les agissements corroborent l'accusation portée contre eux par un certain, le nom m'échappe, il a été présenté par la déniable, il était... Eric Kouba. Eric Kouba. Mais vous parlez de comportement. Il est de notoriété publique que Jean-Jacques Mamba est du M23 AFC parce qu'il s'est déclaré des AFC. C'est un secret de polichinelle. Sur Jean-Jacques Mamba, il n'y a pas de doute. Il est bien dans l'AFC au service du Rwanda. Il n'y a pas de doute. Mais il y a d'autres qui sont dans la simulation. Qui? Comme les Lubaya. Oui, hein? Lubaya, oui. Qui encore comme Franck Diongo. Franck Diongo aussi. Ouais. Franck Diongo aussi. C'est comme ça que j'ai dit. Leur agissement, leur comportement corrobore. Parce que tenez, ils sont dans une démarche de, je dirais, de justifier le comportement de Kagame. Ils sont dans une démarche où vous le verrez en train de trouver des alibis à Kagame. Vous pensez que, parce que là vous citez des noms, vous pensez que Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou et Tuti Kwanti sont aussi dans l'AFC, M23, RDF? En tout cas, je ne serais pas étonné si au jour à venir, il y a de preuves probantes de leur implication. Parce que, tenez-vous, tenez, avez-vous déjà lu un tweet, un communiqué, un message dénonçant l'agression rwandaise de Kagame, venant des personnes que vous avez citées? Ils sont toujours dans un faux fuyant. Ils sont toujours là à mettre uniquement la responsabilité sur la tête du président de la République, déchargeant totalement Kagame de ses responsabilités. Lesquelles responsabilités ont été rappelées par l'ONU, l'ONU qui n'est pas, je dirais, notre proche allié sur cette guerre. Mais l'ONU a très bien dit que l'AFC et le M23 sont des produits de Kagame. Mais vous n'entendez, vous ne lisez jamais des communiqués venant de personnes que vous avez citées dénonçant cela. Et même quand l'ONU a fait ce communiqué, vous n'avez vu aucun relais qui a relayé ça. Ni de M. Kamitatou, qui est le nègre de service de M. Katumbi. Ah, c'est trop fort là. Le nègre de service, c'est celui qui écrit les discours. Oui, oui, c'est connu de tous que c'est lui qui écrit les discours de Katumbi. C'est trop fort, allez-y. Non, c'est les faits. Donc, j'aurais espéré voir le nègre de service de M. Katumbi qui, saisissant ce rapport de l'ONU, pouvait aussi, comme ce n'est pas le vocabulaire et les mots qui lui font défaut, dénoncer l'agression que nous mène le Rwanda, étayée par l'ONU. J'ai dit bien l'ONU, je ne parle pas de Patrick Mouyaya, je ne parle pas de M. Constant Moutamba, je parle de l'ONU. Je parle de l'ONU. Je me suis laissé penser que même le cardinal ou M. Ncholet allait se saisir de ce rapport. Cardinal Lambongo. Mais leur avis politique, il les donne à souhait, même les dimanches.
il transforme généralement les homélies en, en matinée politique. Ne pouvaient-ils pas se servir de leur chair pour faire écho de ce rapport qui nous est avantageux, à nous, la République, à nous, le Congo? Mais ce n'est pas le premier rapport. Il y a toujours eu des rapports. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Ça, c'est un autre point. Voilà. Maintenant, s'agissant de la suite à donner à ce rapport, je m'aligne devant ce qu'a dit la ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, qui a dit qu'on ne peut pas se contenter de ce rapport qui accable le Rwanda. Il faut que les Nations Unies s'assument en sanctionnant ce pays. Vous condamnez ces acteurs politiques-là de n'avoir pas... non, je ne condamne pas, je constate. Vous constatez seulement. Je constate. Vous faites des... vous faites des remontrances. Pas non plus à ceux-là qui n'ont pas condamné ou qui n'ont pas applaudi ces rapports-là. Les constats que j'ai faits, c'est pour corroborer ce que nous avons dit dans l'avant-propos, que ces acteurs-là, tant dans le milieu politique, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu journalistique, sont en connivence ou en collusion avec l'agression. Alors, si par exemple, Joseph Kabila, qui était ancien président de ce pays, avec toute l'expérience qu'il a acquise au bout des 18 ans au pouvoir, peut se dire que cette guerre, lui, l'avait complètement terminée, et que si elle ressurgit aujourd'hui, c'est le problème de Félix Tshisekedi, et c'est de sa faute. Au lieu de chercher le pouce sur la tête d'un chauve qui serait Kagame, c'est mieux de pointer du doigt Félix Tshisekedi pour qu'il sorte peut-être de son sommeil. Okay. S'il se comportait de cette manière-là, ou s'il se comporte de cette manière-là, n'a-t-il pas raison? Très bien. La première question à se poser, cette guerre avait pris fin moyennant quelle contrepartie? C'est la première question qu'il faudra se poser. Premièrement. Deuxièmement, j'ose espérer que vous montrerez aux téléspectateurs cet extrait. Donc, on va parler de ça. Non. Ne vous inquiétez pas. J'en viens parce que les deux sont liés. Cet extrait et votre question sont liés. Dans cet extrait de M. Alain Juillet, M. Alain Juillet est l'ex-directeur de la DGSE. S'il vous plaît, M. Patrick, et allez, ne brûlons pas les étapes. On va suivre cette vidéo-là et moi je reviendrai sur ce plateau pour vous poser la question. Mais j'ai voulu savoir, j'ai voulu que vous répondiez un peu à cette question. Est-ce que si Joseph Kabila, avec l'expérience qu'il a, peut se dire que la guerre aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est à la base de ça, c'est lui qui aurait ressuscité cette guerre parce que lui avait mis fin à ça et que, par conséquent, il ne peut pas condamner le Rwanda, il doit s'attaquer au vrai problème qui serait Tshisekedi, sa gestion. Est-ce que vous m'avez coupé dans mon élan. Répondez à ça et puis on va suivre la vidéo. Oui, parce que dans la vidéo, dans les propos de M. Alain Juillet, je disais, il était dans ses fonctions antérieures directeur de la DGSE, qui est la Direction Générale de Sécurité Extérieure, qui est le pendant de la CIA. Alors, parce que je vois que vous allez plus vite en besogne et que vous entamez déjà la matière prévue à l'ordre du jour sans mon autorisation, j'aimerais d'abord que nous puissions suivre cet élément ici de cet homme. Je dois d'abord vous donner un bref aperçu sur ce monsieur Alain Juillet. Alain Juillet, qui est-il? Vous devez le savoir. Alain Juillet, c'est un fonctionnaire français, un homme d'affaires, un conférencier international. Les gens le connaissent. Il a même sa chaîne YouTube où je l'ai toujours suivi sur sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui est âgé. Il a blanchi sous les harnais, comme on dit, dans les services de renseignement, 82 ans. Ancien haut fonctionnaire français, ex-directeur de renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ex-haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre François Fillon jusqu'en 2009, homme d'affaires, je l'ai dit. Il est aussi franc-maçon, je ne sais pas si le détail est important, l'un des fondateurs de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, dont il est
les premiers grands maîtres. Hein? Les premiers grands maîtres. Donc, c'est quelqu'un qui est plongé. Alors, plongé. Il a publié plusieurs livres. Parmi ces livres, il y a L'intelligence économique du futur, tome 1, il y a Renseignement et espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un homme expérimental. Alors, suivons d'abord l'extrait de la conférence tenue par cet homme, j'ai bien cité, Alain Jué. Et puis, nous allons nous retrouver sur ce plateau pour commenter. Discutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que ce n'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de Tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez, je crois que j'ai fait pratiquement le tour. C'est grave, Donc, c'est la parole d'évangile? Non, si vous avez donné du crédit à la parole de Colette Brackman, permettez-nous de donner, je dirais, une lumière sur les propos de ce monsieur qui, comme vous l'avez rappelé dans son pédigré, était le directeur général numéro 1 de la DGSE, qui est l'équivalent de la CIA. Le renseignement français, c'est parmi les plus performants au monde. Donc celui qui nous parle, celui qui parle là, était le numéro 1 de l'équivalent de la CIA française. Donc c'est pas n'importe qui peut raconter des histoires, quoi. Merci, merci de le souligner. Il dit ceci. Kagame a été installé avec l'aide de forces spéciales américaines. Cette même force spéciale, avec les compagnies minières, ont aussi aidé à installer Kabila. La contrepartie consistait à laisser le Rwanda piller nos minerais et occuper une partie de l'Est. Souvenez-vous, Sarkozy, dans une conférence, a dit qu'il serait important pour nous, le Congo, de partager les richesses. D'ouvrir nos frontières au Rwanda. Donc c'est pour dire que ce plan est un plan qui nous dépasse même nous, Africains.
C'est un plan élaboré par les impérialistes. C'est pas peu de le dire. Donc, ce monsieur, haut fonctionnaire, securocrate en termes de renseignement, nous fait savoir, nous Congolais, il nous fait savoir à moi, au cardinal Ambongo, à M. Fayoulou, à Katumbi, à Mamba, il nous fait savoir, peut-être qu'on n'a pas l'information, à Tcholé, il nous fait savoir à nous que Kabila a été installé par les compagnies minières. Et il avait comme rôle d'aider au pillage de nos minéraux du Nord Kivu et des Loutouri. Maintenant, quand le président arrive au pouvoir, Félix Tshisekedi, ces gens espèrent que cela va continuer, que cela va perdurer. Le président, je pense, là je suis en train de subodorer qu'il arrive au pouvoir, il veut connaître les choses. Parmi les choses qu'il veut connaître, c'est, je pense, c'est quoi le M23? Ils veulent quoi? Ils sont là pourquoi? Je pense qu'il a eu le temps de comprendre et je pense qu'avant nous, il a dû avoir accès à cette information. Maintenant, de ces messieurs. De ce monsieur, peut-être que l'information ne lui est pas revenue directement de ces messieurs, mais des autres services de renseignement de par le monde. Mais est-ce que vous pensez, par rapport à ce qu'il vient de dire là, ce sont des révélations graves, hein, ce qu'il vient de faire, vous pensez effectivement que Joseph Kabila a cédé les mines de la RDC au Rwanda pour qu'elles soient pillées? Vous pensez vraiment à ce qu'il vient de dire? Avez-vous des preuves? Moi, je me pose la question. Comment M. Kabila est arrivé au pouvoir après l'assassinat de M. Kabila? Qui l'ont mis à cette place-là? Pour quel intérêt? Pour quelle contrepartie? C'est cela, aujourd'hui, les questions que nous devons poser. Comment s'est-il retrouvé président de la République après l'assassinat de M. Kabila? Qui l'ont placé là? Pour quel intérêt? Pour quelle contrepartie? Aujourd'hui, je veux bien que le cardinal nous dise que M. Kabila a son soutien conditionnel. Inconditionnel. Mais c'est les propos qu'il a tenus une fois Kingakati. Il a dit que M. Kabila, j'apprécie ce que vous avez fait, rassurez-vous, vous et votre épouse, vous avez mon soutien conditionnel. L'Église catholique est parmi les églises les mieux renseignées. Je pense que cette information, ils doivent l'avoir, ils vont de ça avant nous. Avant nous. Maintenant, soit cela est de l'ordre d'une spéculation oiseuse, je fais un clin d'œil, il se reconnaîtra, cette expression est de lui, M. Prince, soit les propos tenus par ce monsieur sont vrais. Et d'une véracité qui ne fait d'aucun doute. J'ai dit, on est dans deux hypothèses. Soit c'est d'une spéculation oiseuse, soit mais selon votre point de vue, est-ce que, parce que vous étiez dans ce pays lorsque Kabila est arrivé au pouvoir et lorsqu'il a quitté, pensez-vous que, de mémoire des journalistes, avez-vous des preuves que Kabila avait cédé des mines de la RDC au Rwanda pour finalement corroborer le propos de ces messieurs? Votre question pour dire, avez-vous des preuves? Connaissez-vous quelque chose? C'est un peu trop. Les questions que j'ai posées tout à l'heure sur comment M. Kabila est arrivé au pouvoir. Là, on a compris, mais l'exploitation maintenant des mines là-bas. Oui, mais ces questions répondent à votre question. Les personnes qui l'y ont placé, il est dit ici, c'est les compagnies minières. Ils ne l'ont pas placé pour ses beaux yeux. Ils ne l'ont pas placé parce qu'il s'appelait Joseph. Ils l'ont placé parce qu'il poursuivait un intérêt. Parce qu'il poursuivait un plan. Et vous pensez effectivement que Kabila a occasionné le pillage de nos richesses pour satisfaire à l'une des clauses? Quoi et comment le Rwanda s'est retrouvé premier producteur de coltan? Comment, au nom de quoi et pourquoi le Rwanda s'est retrouvé premier producteur de coltan?
pendant autant d'années. Qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Plutôt que de croire aux balivernes de Colette Brackman, je pense que ce monsieur, ancien DG numéro 1 des renseignements extérieurs français, est mieux outillé, est mieux placé, est mieux renseigné. Donc, moi, au regard des éléments soulevés, je pense que ce monsieur a dit la stricte vérité sur l'implication de M. Kabila dans le pillage et l'occupation de l'Est du pays par le Rwanda. Donc, toutes les morts que nous avons connues là, le piège systématique de nos minéraux, nous devons mettre ça sur le dos de Joseph Kabila, qui aujourd'hui, on parle même de son retour au pouvoir, Patrick Yalé. On doit vraiment charger Kabila sur ça. Vous avez remarqué, depuis l'avènement du président de la République, depuis qu'il a pris les choses en main, vous allez constater avec moi que Kagame ne s'est jamais autant agité. Agité. Il n'a jamais autant, je dirais, péroré dans la presse. Conférence de presse sur conférence de presse. Interview sur interview. Donc, je pense que la présence du président de la République à la tête de ce pays gêne énormément son plan. Ce qui n'était pas perceptible quand il y avait M. Kabila. Ce qui n'était pas perceptible. Comment vous allez m'expliquer que, avec M. Kabila à la tête, M. Kagame s'est la coulée douce, et depuis que nous avons le président Tshisekedi à la tête du pays, on sent un Kagame agité comme jamais. Ses intérêts sont menacés. Ses intérêts sont fortement menacés. Son plan est fortement menacé. Maintenant, il faut se poser la question. Pourquoi a ressurgi le M23? Rappelez-vous, que dit Nanga? Il a décidé... Corneille Nanga. Corneille. Il a décidé d'entrer en rébellion parce que le président n'avait pas respecté l'accord avec Kabila. Et vous remarquerez qu'il ne s'est pas passé beaucoup de jours après la scission du FCC Cash pour que le M23 refasse surface et que Nanga, quelques semaines après, prenne aussi les armes. Donc, il y a bien quelqu'un, il y a bien un Congolais qui est derrière AFC et M23 en connivence avec le Rwanda. Et c'est qui? Vous pouvez citer son nom clairement? Je pense que Alain Juillet l'a cité. Alain Juillet l'a cité. Donc Joseph Kabila. Alain Juillet a cité le nom de M. Kabila. Et je crois aux paroles de ce haut fonctionnaire qui est, je dirais, est-ce qu'il ne peut pas être manipulé, cet homme ici? Est-ce qu'il ne peut pas être manipulé? Par qui? Par le régime de Kinshasa, il ne peut pas l'être. Pour qu'il dise quand même des choses comme ça? Il peut, mais moi je pense qu'il a une liberté d'esprit et je pense qu'il n'a pas été manipulé pour dire les choses qui, mis bout en bout, vous observerez, vous verrez que cela tient la route. Alors, Patrick Yalé, il dit ici que la RDC se prépare à devenir une grande puissance. Il dit ici que Kagame, Tshisekedi est soutenu par les Américains et Kagame aujourd'hui est lâché par les Américains. Vraiment, pensez-vous que les Américains ont lâché Kagame aujourd'hui, qu'il y a plus de 4000 militaires sur le sol congolais? C'est ça? Il y a des choses qui changent. Totalement lâché, je ne dirais pas oui. Donc là, il n'a pas dit aussi la vérité, toute la vérité. Non, il a dit que Kagame est lâché. Moi, oui, j'ai nuancé en disant totalement lâché. C'est une nuance.
Je pense que Kagame est en train d'être lâché. Parce que, remarquez... En train d'être lâché. Oui, c'est un processus. Ok. Parce qu'il y a des intérêts. Il y a des compagnies minières, il n'y a pas de compagnies minières. Aujourd'hui, on est en procès avec Apple au niveau de l'Europe et tout ça. Vous mettez le doigt dans la plaie. Ça veut dire que, quand je dis il est en train d'être lâché, pour qu'il soit complètement lâché, cette nomenclature-là, ils doivent s'assurer de trouver un autre godillot qui fera leur sale besogne. C'est toujours comme ça. En RDC ou au Rwanda? Dans la sous-région. C'est toujours comme ça qu'ils ont procédé. Mais avant Kagame, ils le faisaient avec Mobutu, avant de lâcher Mobutu. Quand ils ont lâché Mobutu, ça a pris un temps. Ce n'est pas instantané. Mobutu a eu des mises en garde, Mobutu a eu des signaux qui lui montraient que on ne veut plus de toi, mets-toi de côté. Mobutu s'est entêté, on l'a liquidé. Je pense, je peux me tromper, que c'est le même processus qu'ils sont en train d'entamer avec Kagame. Mais avant, dans ce processus-là, ils sont en train de réfléchir sur qui ils vont faire émerger pour servir leur intérêt. Parce qu'il est toujours question de leur intérêt. Alors, Patrick Eyalé, guerre à l'est du pays. Que doivent faire finalement les journalistes? Parce qu'aujourd'hui, on menace les journalistes. Constant Moutamba, j'ai fait allusion à lui. On les menace de peine de mort. Mais pas que. Il y a aussi les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Tous ceux-là qui vont relayer les activités du M23, de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Ça, c'est les tweets du ministre Constant Moutamba. Il a même évoqué, je pense, les religieux. Il a même évoqué les religieux. Pourquoi je... Le tuer même, tous les prêtres là, les tuer. Pourquoi je rappelle cela? Vous vous souviendrez d'une interview du cardinal où il dit comprendre les Congolais qui rejoignent la rébellion, en ajoutant que les territoires libérés par la rébellion étaient d'ailleurs mieux administrés. Ça, c'est le cardinal Ambon. Dans l'interview qu'il a accordée, qui a soulevé des vagues. C'est ce qu'il disait dans cette interview. Donc là-bas, c'est bien géré. C'est bien géré. Ici, et il disait comprendre les Congolais qui rejoignaient. Parce que, expliquait-il, qu'il y avait un problème de partage de... Vous pensez que M. Ambongo, le cardinal, n'est pas au courant que ces prétendues rébellions sont les produits du Rwanda? Que c'est le Rwanda, en fait. Mais il trouve des mots pour justifier ces actes de félonie, de haute trahison, commis par les Nanga, Mamba et consorts. Parce que ce sont des laquais du Rwanda. Ils sont au service du Rwanda. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'ONU qui le dit. Mais vous avez des personnalités aussi élevées qui ont tenté subtilement de justifier les actes posés par ces Congolais au service du Rwanda. Mais il n'y a pas que qui sont dans je dirais, dans ce pétainisme, permettez-moi l'expression. Il n'y a pas que. Pétainisme. Vous faites allusion à Marshal Pétain. Oui. Ok. Mais quand on parle de ce qui se fait dans notre corporation, je n'irai pas jusqu'à dire que je soutiens je dirais les déclarations du ministre de la Justice qui dit qu'il va étendre la peine de mort aux détourneurs financiers. Je suis d'accord. Mais pas aux traîtres, aux journalistes du Rwanda, là, vous et n'êtes pas d'accord. Je suis kiff-kiff. Je suis kiff-kiff. Donc, et cela peuvent occasionner la mort des Congolais en détournant l'argent, mais ceux qui prennent les armes pour directement tuer, on ne doit pas quand même les exécuter comme ça. Il faut que sur les Koulouna et les détourneurs, je dirais, totalement d'accord avec lui.
Maintenant, Mais sur les rebelles, non. Non, Ceux qui prennent les armes. Il n'y a pas de rebelles, ce sont des terroristes. Ah. Les terroristes, déjà, il n'y a même pas, à réfléchir sur cela. La peine de mort est établie pour eux. Il n'y a pas de rebelles, c'est des terroristes. Les Mamba, Nanga, tous, ce sont des terroristes. Je ne fais même pas cas d'eux. Je parlais des Kuluna, qu'on doit assimiler aussi aux terroristes, parce que vous étiez avec moi dans un entretien qu'on a eu avec le ministre de la Justice, où il nous disait comment le Rwanda a un plan de nous immixer à travers les Kuluna pour soulever un Kawa Kinshasa. Je vois les gens, je dirais, pour une opposition stérile, dire qu'ils sont contre... dis-moi, cette forme d'opposition, c'est-à-dire animée par la haine, je la trouve débile. Débile alors. Je disais ceci. S'agissant maintenant des journalistes. Pourquoi j'ai dit kiff-kiff? Parce qu'il faut faire la nuance. Il y a ceux-là qui le font involontairement. Des journalistes? Oui, qui le font involontairement. Mais il y a ceux qui le font en âme et conscience. Le ministre Moutamba a parlé même de 5 journalistes, même Mouyaya aussi, 5 journalistes traîtres qui travaillent en collaboration avec les Rwandais. Ça, c'est grave, ça. Je vous avais parlé dernièrement de cette probabilité. Cela a été confirmé par le ministre de la Justice, à qui j'ai posé la question de savoir si c'était, je dirais, une vue de l'esprit. Il a dit, nous avons des éléments probants qui attestent que nous avons 5 journalistes congolais qui travaillent avec Nanga et le Rwanda. Ceux-là. C'est le gibier de potence aussi? Mais je n'aurai aucun remords. Ah bon? Je n'aurai aucun remords parce qu'ils agissent volontairement. Et plus grave, ils reçoivent de l'argent pour ce faire. Ils reçoivent de l'argent. Ils sont rémunérés pour désinformer, manipuler et même recruter des Congolais qui vont rejoindre, je dirais, le plan du Rwanda à travers 5 journalistes. Je dis qu'il y a dans la corporation ceux qui le font moyennant l'argent. Donc ce n'est pas des gens qui... parce que dans le lot, il y a ceux-là qui sont opposés à ce pouvoir. Naturellement, ils peuvent vouloir que ce pouvoir soit renversé par ce qui se passe. Donc, ils font de tweets, ils donnent les informations. Quand une localité est prise par le Rwanda, ils s'extasient de ça, je dirais, naïvement, si je peux dire. Mais il y a ceux qui sont en train minutieusement, à travers un plan de communication bien ourdi, en train de travailler pour cette agression, pour le Rwanda, moyennant une rente qu'ils perçoivent. Et vous pensez que ces gens, on doit avoir de la clémence pour eux? Il faut les tuer carrément. J'ai dit, si la peine de mort est exécutée contre ces genres de gens, je n'aurai aucun remords. Patrick Eyalé, retour de Kabila au pouvoir. Pour faire, je dirais, pour nuancer, ils disent qu'ils travaillent pour la rébellion. Non, il n'y a pas de rébellion. Ils ne travaillent pour la rébellion. Le rapport de l'ONU était clair, que Nanga reçoit des ordres de Kagame. Il travaille pour l'agression, il travaille pour le Rwanda. Alors, très bien, retour de Kabila au pouvoir, on en parle aujourd'hui, que la guerre bat son plein dans les Massissi, Rutshuru, Lubero et autres, et tous les chefs fresquins. Et là, Joseph Kabila consulte et des opposants vont vers Kabila. Kabila retourne au pouvoir en 2018. Il sera peut-être candidat. 2028, il sera peut-être candidat. Hop, Fayoulou, Katumbi et les autres, à laquelle est-le? C'est normal, Kabila est un leader naturel et il ne peut que voir autour de lui les autres leaders s'agglutiner là. Bon. Notre classe politique,
toutes tendances confondues, nous a habitués à une série d'incohérences et une série, je dirais, de pirouettes et de girouettes. Mais une certaine opinion nous faisait savoir ou comprendre que l'incohérence, que les changements de position n'étaient que l'apanage de l'UDPS. Ah bon? Une certaine opinion. Mais force est de constater que depuis peu, des personnes qui ont demandé la révision de la Constitution sont aujourd'hui opposées. Vous vous rappelez que M. Fayoulou avait même sollicité d'être nommé ou de piloter je dirais, une institution chargée de réformer les institutions. Ok. Donc, nous avons une vague d'incohérence qui, pour moi, bat Les records. Bat le record. Ah bon? C'est-à-dire, face aux incohérences mises à la tête de l'UDPS, c'est petit. Vous parlez de l'opposition dans son ensemble, de l'opposition dans son ensemble. Quand vous avez M. Fayoulou qui a dit pas sans rire que ceux qui se mettaient derrière Kabila sont des sorciers. Des sorciers. Des sorciers. Pas sans rire. Et quand il le parlait, vous sentez dans son faciès, il avait de la colère qui sortait de partout. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tu sais qu'il a parlé aussi des sorciers, hein, attention, hein, c'est pas seulement Fayoulou. Hein. Non, je dis, l'incohérence, les changements de ceci, de cela, de l'UDPS, oui, ces gens-là nous ont dit, voilà, UDPS, ok, on est d'accord. Mais je pensais que de leur côté, que du côté de la bon sens, que du côté du bon sens, de la bien-pensance, il y avait une certaine rectitude. Force est de constater que on peut être aujourd'hui derrière Kabila sans être sorcier. Parce qu'on est Fayoulou. Ah bon? On peut hier avoir déclaré que Kabila est un criminel, qu'il est l'incarnation du mal. Et aujourd'hui, avec un grand sourire, annoncer que nous sommes alliés à Kabila. Si le pouvoir actuel n'est pas à la hauteur des espérances, n'est pas à la hauteur de ce qui doit en être, je doute fort que toute cette position peut être à la moitié de la hauteur de ce qui doit être. Ah bon? Oui. Parce que le lot d'incohérence, le lot de, je dirais, de manque de rectitude qui anime tous ces gens. Mais Donc, Fayoulou est incohérent parce qu'aujourd'hui, il dit qu'il doit se mettre ensemble avec Joseph Kabila pour barrer la route à Félix Tshisekedi qui veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Vous appelez ça incohérence? Comment se mettre ensemble avec une personne que vous avez traitée de criminel? De criminel, ce n'est pas... on n'a pas dit de lui... si on m'avait dit que c'est un détourneur simplement, oui, on peut, voilà. Mais de criminel. Vous vous associez à un criminel aujourd'hui? Soit disant pour la bonne cause. Mais si Fayoulou, le président élu, est autant majoritaire, pourquoi il a besoin de s'associer? À lui tout seul. Parce que semblerait-il qu'on lui a volé ses élections. Ça veut dire qu'il doit avoir une masse de gens qui sont derrière lui. Pourquoi? Le leader le plus populaire aujourd'hui dans l'opposition, c'est lui. C'est lui qui incarne l'opposition, la lutte pour la démocratie, hein, l'héritier de Tshisekedi. C'est Martin Fayoulou aujourd'hui. Oui. Ça doit être clair. Je sais, tout justement, j'essaie de comprendre. Il a hérité le leadership aussi. Pourquoi, avec toute la popularité qu'il a, lui, le président élu,
lui qui aurait eu, je dirais... 62%, 62% lundi, 55% mercredi, 57% vendredi. Bref, lui qui aurait battu à plate couture le président de la République. Pourquoi a-t-il besoin de s'allier avec la personne qui lui aurait volé son élection? Pour barrer la route à celui qui lui a volé son élection. Je perds même mon latin en essayant d'expliquer cela. Donc vous ne comprenez pas cette alchimie-là, Kabila... Non, je comprends. Ah, vous comprenez? Je comprends. L'ennemi de mon ennemi et mon ami, c'est tous ceux qui guident leur démarche. Il y a la République. C'est une question d'ennemi. La République n'est pas concernée. La République n'est pas concernée. C'est l'ennemi de mon ennemi. Alors, on devient amis. La République n'est pas concernée. Patrick, et allez, cette émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux, partout à travers le monde où vous vous trouvez. Demain, nous allons nous retrouver dans un autre numéro de votre magazine, Le Débat Congolais.